Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus à cette conférence. On va faire de l'analyse de données, mais en Kotlin. Généralement, on associe l'analyse de données avec le langage Python, puisque Python a plein de tooling pour faire ça. Mais aujourd'hui, on va le faire en Kotlin, parce que des outils émergent pour faire de l'analyse de données en Kotlin. Donc Kotlin, c'est un langage basé sur la JVM, qui a été inventé par JetBrains, les gens qui font les super IDE que vous probablement utilisez tous. Et donc on va utiliser les nouveaux outils que JetBrains propose pour voir ce qu'on peut faire en analyse de données et pas utiliser Python pour faire ça. Je me présente rapidement. Du coup, moi, je suis Florian Bernard, je suis CTO chez Open Airlines. Chez Open Airlines, on développe une plateforme logicielle pour les compagnies aériennes pour les aider à réduire leur consommation de carburant. Donc on fait pas mal d'analyse de données. On le fait plutôt en Python. Moi, je viens plutôt du monde Java, back-end et aussi mobile. Donc c'est pour ça le Kotlin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire sans faire du Python et quand même faire des choses assez fun. On a un stand, donc n'hésitez pas à aller venir nous voir sur le stand. On pourra vous montrer ce qu'on fait et aussi on recrute. Donc n'hésitez pas à venir nous faire coucou. Donc pour faire de l'analyse de données, il va falloir un environnement d'exécution. Donc pour exécuter notre code, donc on va utiliser Kotlin Notebook. Donc Kotlin Notebook, c'est pour ceux qui connaissent en Python les Jupyter Notebook. Donc c'est une solution basée sur les Jupyter Notebook. Et donc c'est un environnement interactif qui va nous permettre d'écrire et d'exécuter du code et d'avoir un retour assez rapide sur le code qu'on exécute. Donc c'est basé sur les Jupyter Notebook. C'est intégré avec l'environnement Kotlin JVM, donc tout ce qui est sur la machine virtuelle Java. Donc on va pouvoir même utiliser des librairies Java. On peut faire des notebooks directement dans IntelliJ. Donc IntelliJ, c'est l'environnement de développement développé par JetBrains. C'est supporté dans la version Ultimate, donc dans la version payante. Mais on peut quand même faire des notebooks Kotlin dans Jupyter Notebook, donc dans l'appli web qu'on peut lancer facilement via Docker ou directement sur un serveur. Et donc cet environnement, il permet aussi du coup facilement de partager du code et des visualisations. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça marche un Jupyter Notebook. C'est le schéma issu de la doc Jupyter. Donc en fait, on a un Jupyter Server qui va récupérer toutes les interactions entre le navigateur ou entre le client et les notebook files, là où on va écrire notre code. Et à chaque fois qu'on va modifier le fichier notebook, les instructions vont être envoyées à un kernel via une file de messages, être exécuté et le résultat va être renvoyé au serveur et affiché au client. Et donc en fait, JetBrains, ils ont développé un kernel Kotlin qui est compatible directement avec Jupyter et c'est ça qui est utilisé pour exécuter notre Kotlin. Donc on va faire une première démo un peu expérimentale. On va ouvrir un notebook, on va écrire du Kotlin dedans et on va voir donc, la boucle qui va nous permettre de lire le code, de l'évaluer et d'afficher le résultat. Donc je vais passer sur l'IDE. Donc pour ceux qui ont IntelliJ Ultimate, vous pouvez créer un notebook directement en faisant clic droit New Kotlin Notebook et vous avez un notebook. Moi j'en ai déjà des tout prêts pour éviter l'effet démo. On va se mettre en présenteur mode. Vous voyez bien là? Ouais, c'est bon. Donc un notebook, ça se compose de cellules. Donc on peut faire des petites cellules. Il y a deux types de cellules. Il y a des cellules de type Markdown. Donc Markdown, c'est de la documentation. C'est le langage qu'on peut mettre sur GitHub. On va pouvoir documenter le code qu'on fait. Et on va avoir des cellules de type code. Donc ça, c'est les cellules qui vont un peu plus nous intéresser. Et c'est dans celles-là qu'on va pouvoir faire du Kotlin et l'exécuter. Donc on va commencer avec le fameux exemple Hello World. Donc ici, je définis une variable en Kotlin, une variable de type chaîne de caractères, Hello World. Et par convention, dans un notebook, la dernière variable, la dernière instruction est affichée en sortie de la cellule. Donc ici, si j'affiche, parfait, j'ai mon Hello World. Si je veux changer ici ma variable, hop, puisqu'on est au DevFest Toulouse, hop, j'ai changé ma variable et j'ai ma variable qui s'est printée. Bon.
Rien de transcendant, mais on a un environnement voilà, qui commence à marcher. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un notebook? On peut utiliser plusieurs outputs, plusieurs sorties. Donc on va avoir une petite méthode HTML dans laquelle on va pouvoir afficher du HTML. Du coup ici, je vais utiliser l'instruction HTML et afficher ma variable, mais dans une balise titre. Donc à savoir que du coup, comme j'ai déclaré une variable dans la cellule d'au-dessus, elle est disponible dans mon contexte et dans les cellules suivantes. Donc ici, si j'affiche ma variable au format HTML, voilà, j'ai un titre un peu plus gros au format HTML. Je peux faire la même chose avec une balise image, par exemple, et afficher, bon là c'est une image random, et afficher l'image. Pour les plus scientifiques d'entre vous, on a même une méthode LaTeX. Donc LaTeX, c'est un langage pour faire de la documentation scientifique, des formules mathématiques, etc. Et donc ici, on peut parfaitement... Alors, Zoom ne marche pas très bien, mais on peut voilà, afficher des formules mathématiques. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est la suite de Fibonacci. On peut utiliser aussi, on peut mettre en output directement un objet image Java. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais on peut construire une image de 400 par 100 par exemple, la colorier en noir, et écrire dedans la variable que j'ai déclarée tout à l'heure. Je mets en dernière variable en dernière position ma variable image, et hop, j'ai généré ma petite image et je l'ai en sortie de ma cellule. Donc c'est plutôt sympa. Qui dit code, qui dit dépendance. Le Markdown, il n'est pas trop zoomé. Bon. En fait, quand on va utiliser du Java ou du Kotlin, on va vouloir surtout utiliser des librairies externes. On ne va pas tout recoder from scratch. Et dans un notebook, du coup, on peut utiliser des dépendances extérieures et on peut les importer. Donc, il y a plusieurs... hop, on ne voit pas très bien, mais il y a plusieurs mots-clés qui nous permettent de faire ça. Il y a le mot-clé %use qui nous permet de charger des librairies prédéfinies qui vont bien marcher avec les Kotlin Notebook. Et sinon, on peut toujours télécharger n'importe quelle dépendance qu'on va retrouver sur les dépôts Maven avec l'instruction file depends ou le bloc use ici. Et donc, on va faire un exemple un peu plus complet en Kotlin. On va faire un petit exemple de scrapping. Alors, pour ceux qui ont vu la conférence ce matin sur le scrapping, c'est beaucoup plus light. On va juste scrapper le top 25 des films sur IMDb. Et on va faire ça en Kotlin, en 20 lignes, et on va l'afficher en résultat de notre notebook. Donc là, c'est pour vous montrer, on va utiliser une dépendance Java, une librairie qui s'appelle JSoup, qui permet de faire du scrapping, d'aller se connecter à des sites, de récupérer des CSS selectors et d'extraire de la donnée. Comme on est en Kotlin, on fait une petite classe, une data class. Pour ceux qui ne connaissent pas Kotlin, c'est l'équivalent des records en Java. Alors c'est une classe qui contient des variables et sur laquelle, qui est généralement immutable et qui nous permet de stocker de la donnée. Donc là, je fais une classe movie avec un attribut rank, title, year et rating, tout simplement. Et j'ai juste une petite fonction qui va me permettre d'afficher mon film sous forme de lignes d'un tableau HTML. Puisque je vais faire une sortie HTML à la fin. Donc ça, je peux déjà le charger. Et ensuite, je vais utiliser JSoup, je vais me connecter à IMDb. Je vais récupérer donc, le CSS ou la partie HTML qui correspond à la liste des films. Et pour chaque item de cette liste, je vais récupérer mon titre, donc sur le sélecteur CSS suivant, le rank, le year, le rating, et je vais construire mon objet film. Et du coup, en sortie de ça, j'aurai ma liste de films. Et du coup, une fois que j'ai ma liste de films, je fais un peu d'HTML pour avoir une sortie un peu sympa. Je mets un petit titre sur la taille de ma table, la taille de ma liste de films. Et je crée un tableau. Et pour chaque film, je vais appeler ma méthode que j'ai définie tout à l'heure pour afficher sous forme HTML mon film. Et donc, je lance ça. C'est un peu petit, mais du coup, j'ai récupéré mes 25 films de IMDb. J'ai fait ça en 20 lignes de code, je peux le faire de manière interactive, essayer, si j'ai un sélecteur qui ne marche pas, relancer, et du coup, je peux créer du code rapidement et le tester et avoir un retour rapide. Donc ça, c'est la première démo. Hop, je passe en full screen. Donc rien de transcendant, hein, mais on a déjà un environnement qui marche, on est capable d'exécuter du code, de mettre des dépendances et d'avoir un retour.
Donc on va aller un cran au-dessus. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est quand même de l'analyse de données. Hein. C'était la promesse du titre. Et donc on va utiliser deux autres librairies qui sont aussi développées par JetBrains et qui sont open source. On va utiliser Kotlin Data Frame. Donc il y a une librairie pour faire du traitement de données structurées en mémoire dans la JVM. Donc on va pouvoir mettre des tableaux de données assez facilement dessus. Et on va avoir un DSL, donc un langage approprié à cette librairie pour manipuler ces tableaux de données. Donc un DSL assez simple. On va avoir du typage, de l'autocomplétion, donc ce qui est appréciable quand on travaille avec des tableaux qui ont beaucoup de colonnes. Et cette librairie elle est compatible avec plein de formats. On va pouvoir charger du CSV, du JSON, du Arrow, tout un tas de formats. Et ça va nous permettre de charger ces données en mémoire. Et ensuite, on va utiliser une autre librairie qui s'appelle Candy. Donc Candy, elle va nous permettre, avec aussi un DSL Kotlin, qui fonctionne très bien avec DataFrame, de faire des affichages de type graphique directement dans nos notebooks. Donc on va partir de nos data frames et on va pouvoir utiliser le rendu pour avoir des pie charts, des bar charts, des lines, etc. Donc Candy il peut utiliser plusieurs moteurs de rendu. Là on utilisera celui par défaut, Let's Plot. Et dans les Kotlin Notebook, on peut aussi, une fois qu'on a fait les graphiques, les exporter en SVG, en PNG, HTML, etc. Donc la deuxième démo, donc un petit cran au-dessus, on va utiliser DataFrame, on va faire des charts et on va utiliser un peu d'Open Data. Hop. Donc pour commencer, on va créer un DataFrame à la main, donc on va juste renseigner des colonnes et des valeurs. Pour ce faire, je me suis juste basé sur cette petite étude, je vous montre rapidement, donc qui est un peu vieille, qui date de 2017, mais qui classe les langages par efficacité énergétique. C'est des formations professionnelles chez Open Airlines. On optimise l'énergie des avions et voilà, là j'avais envie de trouver un exemple qui avait un rapport. Donc ici, je suis parti de ce document et j'ai juste pris les 6 premiers langages. Donc j'utilise DataFrame et Candy, qui sont des librairies prédéfinies, donc qui vont bien fonctionner avec mes notebooks. Et j'utilise une méthode qui fait DataFrame off. Donc je vais avoir une première colonne, les langages, donc C, Rust, C++, Java, Go, Python, et leur efficacité énergétique. Sachant que 1 c'est la référence, ça sera le C, Rust 1,3, C++ 1,34, etc. Et par convention, toujours, j'ai donc mon DataFrame et je vais l'afficher en sortie de ma cellule. Donc je lance. Donc déjà, on voit que mon DataFrame, du coup, il a un affichage un peu particulier, il s'intègre bien. Du coup, j'ai quelque chose de paginé, avec un tableau, je peux faire des tris, etc. Donc c'est plutôt pas mal, ça s'intègre bien avec l'environnement et je vois mes résultats. Donc une fois que j'ai mon DataFrame monté en mémoire, je vais pouvoir aller un peu plus loin, je vais pouvoir utiliser Candy qui va me permettre du coup d'afficher des graphiques liés à ces données. Donc ici, je récupère mon DataFrame, j'utilise le DSL, donc je vais faire un tri par efficacité énergétique et je vais utiliser le mot-clé plot pour définir mon graphique. Je vais faire un bar chart, sur l'axe des X les langages, sur l'axe des Y l'efficacité. Ici, un petit peu de choses pour agrémenter le graphique, pour ajouter des tooltips, etc. Et je lance ça et j'ai mon graphique qui s'affiche. Et on voit que Python est très énergivore comparé à Java ou à Kotlin, c'est presque la même chose. Voilà. Chose que je n'ai pas dit, c'est que du coup, quand j'ai créé ma variable, vu que j'ai utilisé le mot-clé use, il va y avoir des choses qui se passent. Quand on utilise use, c'est pas on ramène juste la dépendance. La librairie en fait va avoir des hooks sur le notebook. Et en fait, quand on va créer une variable de type DataFrame, elle va automatiquement me créer des properties liées à ce DataFrame. Donc si je récupère mon DataFrame, je vais pouvoir faire point et je vais récupérer mes fameuses colonnes langage, efficacité et qui sont typées. Et du coup, je vais pouvoir facilement découvrir avec l'API ce que je peux faire dessus. Et donc ça, c'est vraiment quand même un plus par rapport au notebook Python. Un exemple un peu plus poussé, parce que là, on a fait 6 valeurs, donc c'est pas ouf. Donc là, je suis allé voir sur l'Open Data, donc sur le site du gouvernement, il y a
plein de données disponibles et je trouvais la consommation annuelle d'électricité et de gaz par région par année de 2011 à 2023. Donc je vous ai mis le lien ici. En fait, il y a un lien, c'est un fichier CSV. Donc je déclare mon URL. J'utilise DataFrame pour aller lire directement le CSV de cette URL. Je précise le délimiteur, parce qu'en France, on utilise un autre délimiteur que les Américains. Et j'affiche mon DataFrame. On attend. Hop. Donc voilà, donc j'ai bien récupéré mon CSV, je l'ai monté en mémoire dans un objet DataFrame, j'ai 27 000 colonnes, un peu plus, 27 000 lignes, pardon, 40 colonnes, et du coup j'ai mes données ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir filière, donc c'est le type d'énergie utilisé, j'ai l'année, le code région, le nom de la région, etc. etc. Et donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir utiliser mon DSL pour dire, tiens, je vais construire un nouveau data frame de celui-ci. Je vais grouper par secteur d'activité et par filière, donc gaz, électricité. Et je vais, donc, qui dit groupe, qui dit agrégation, et je vais agréger la somme, je vais agréger la conso, je vais en faire une somme, et que je vais mettre dans une nouvelle colonne pour faire un graphique un peu intéressant. Donc ici, j'ai mon data frame avec par secteur et par filière, gaz, électricité, le total de la consommation sur les, du coup j'ai dit 8 dernières années. Et du coup, je vais pouvoir l'afficher. Donc là, je vais faire 2 graphiques. Donc je peux faire une grille avec 2 graphiques. Je vais faire un premier graphique sur ce dataset. Je vais filtrer juste sur l'électricité. Donc je vais faire un pie chart sur l'électricité en répartissant la conso par filière, par secteur ici, pardon, par secteur, avec un petit peu de layout pour afficher un titre, etc. Et je repars du même dataset, je fais le même graphique, mais pour le gaz. Et donc j'affiche ça. Voilà, j'ai mes deux pie charts. On peut voir que, par exemple, pour le gaz, c'est plutôt l'industrie, le secteur de l'industrie qui a consommé beaucoup de gaz, et que sur l'électricité, on est plutôt sur le résidentiel. Donc voilà, en quelques lignes de code, je me suis construit mon petit dataset et je peux faire des petites analyses en construisant des graphiques assez rapidement, simplement. Un autre exemple où là, on va faire à peu près la même chose. On va repartir du premier data frame où on a toutes les données. Là, je vais grouper par année, par filière. Donc on va voir l'évolution de la consommation de gaz et d'électricité par année, avec voilà, l'agrégation sur la conso, avec un line chart, donc des lignes, et on voit l'évolution de la consommation pour les deux énergies. Et un petit dernier exemple, on peut reprendre le même dataset et faire un bar chart groupé, c'est-à-dire on va faire un bar chart avec sur l'axe des X les années, et on va pouvoir avoir une barre par année par énergie. Et on peut choisir ici la couleur gaz, électricité. Et on voit que par exemple si je veux mettre l'électricité en rouge, donc RGB, donc ça va faire FF000. Et le gaz en bleu, par exemple, 00FF00. Je suis bilingue en hexadécimal. Ah non, même pas. J'ai un peu perdu. Je suis daltonien aussi, non. Donc voilà. Donc on voit que voilà, rapidement, j'ai pris des données open data qui sont ouvertes, hein, et j'ai pu faire parler un petit peu ces données. Donc ça, c'était la démo 2. Donc on a quelque chose quand même qui est plutôt pas mal et qui marche. On va monter le niveau parce que j'ai l'analyse de données, bon, afficher 27 000 lignes, enfin traiter 27 000 lignes en 2024, c'est pas impressionnant. Donc on va rajouter 2 choses. On va rajouter DuckDB. DuckDB, je vous le fais court, on pourrait en faire une présentation dédiée. C'est une base de données open source qui est embarquée, qui est relationnelle, qui a la particularité d'avoir très peu de dépendances. Elle est écrite en C++ et du coup qui peut s'embarquer dans plein de programmes. Ils ont des wrappers pour Python, pour Java, pour Go, pour Rust. C'est vraiment un outil assez impressionnant. Du coup, on va pouvoir embarquer le moteur DuckDB directement. Ça supporte le SQL, donc on va pouvoir faire des requêtes SQL dessus. C'est optimisé pour les charges de travail analytics, donc pour faire des requêtes assez costauds. On peut
créer une base de données DuckDB dans un fichier ou en mémoire. C'est un peu, si vous connaissez le SQLite 2.0, voire 3.0. Donc on va utiliser DuckDB pour éviter de monter un gros volume de données en RAM, puisqu'on a une RAM limitée sur nos laptops. Et on va utiliser un fichier où on va stocker toutes nos données et faire des requêtes dessus. Et ensuite, on va utiliser le format Arrow. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pareil, on pourra en faire une conf dédiée. C'est un format de données en mémoire, orienté colonne, qui est vraiment optimisé et c'est plutôt une spec, on va dire, et qui va permettre de représenter la même mémoire, la même donnée en mémoire, qu'on va pouvoir partager entre plusieurs applications en évitant de faire des copies, de la sérialisation, de la désérialisation. Donc on va pouvoir créer un flux Arrow en Python par exemple et le lire en Java ou le lire en C, etc. Et donc ça permet de faire des échanges de manière très rapide entre les différentes applications. Et donc on va passer... Alors, là, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser un notebook. Alors là, je l'ai représenté comme une base de données, mais en fait, il va être intégré dans nos notebooks. On va utiliser la librairie DuckDB. Au préalable, j'ai chargé pas mal de données dans directement un fichier DuckDB, et on va pouvoir utiliser DuckDB, le SQL, pour interagir, pour récupérer des données sur un plus gros volume, les monter en mémoire pour pouvoir les analyser dans un notebook Kotlin. Donc là, on va utiliser DuckDB, le format Arrow, puisque DuckDB permet de récupérer un flux Arrow. Et à défaut d'avoir des trajectoires d'avion qu'on analyse chez Open Airlines, là, j'ai récupéré des courses de taxi qui sont disponibles en Open Data, courses de taxi new-yorkais. Et donc, on est parti sur la troisième démo. Donc, je vais passer un peu vite sur ce code, mais du coup, on récupère une dépendance à Arrow qui va nous permettre de récupérer les données au format. Oh. Pardon. Bon. Je vais passer un peu rapidement sur ce code. Donc, on utilise toujours nos dépendances, DataFrame, Candy. On va utiliser une librairie dispo sur Maven, une librairie Arrow qui va nous permettre d'exploiter le format Arrow. On va utiliser DuckDB JDBC qui va nous permettre d'utiliser DuckDB directement dans notre environnement Kotlin. Quelques variables et l'URL qu'on va utiliser pour DuckDB qui pointe sur un fichier. Donc j'ai préalablement peuplé avec des données. Donc là, le set de données, ça représente à peu près 10 gigas compressés. Et on est sur un dataset de 400 millions de lignes. Donc c'est toutes les courses de taxi de 2007 à de 2000. Oui, c'est 6 ou 7 ans de courses de taxi jusqu'à 2013. On charge le driver DuckDB. Ici, comme on est en Kotlin, moi ce que j'aime bien en Kotlin, c'est qu'on peut faire des extensions. Les extensions en Kotlin, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle classe et leur ajouter une méthode, même si on n'a pas les sources de la classe. Donc ici, je vais rajouter une méthode à la connexion DuckDB. Je vais lui rajouter une méthode execute query for data frame. Donc je récupère ma query qui sera du SQL. Rapidement, je crée un statement, j'exécute la query, je récupère un DuckDB result set, je l'ouvre et ici je peux récupérer mon fameux arrow stream. Donc ça c'est DuckDB qui me le permet. Et d'un arrow stream, je peux lui mettre un reader dessus. Et Kotlin Data Frame a aussi une extension qui, d'un Arrow Reader, permet de le lire et de récupérer un data frame. C'est plutôt pratique. Quelques properties pour configurer ma connexion sur mon fichier. Et ici, je vais ouvrir ma connexion. Donc on va déjà charger ça. C'est là qu'il faut prier les dieux de la démo. Donc pour commencer, on va faire juste un petit select classique. Donc on va select sur ma table Yellow Taxi. On va juste récupérer les 500 premières lignes. Bon, ça marche. Et donc ici, j'ai récupéré 500 lignes. Voici, j'ai différentes colonnes. Donc j'ai la date, le nombre de passagers, le type de paiement, le prix de la course, etc. Donc ça, c'est pas mal. Bon, là, j'ai récupéré que 500 lignes. Et là, je vais faire une requête un peu plus costaud, c'est-à-dire que sur mes 400 millions de lignes, je vais récupérer l'année et le quarter. Je vais faire un group by sur l'année et le quarter.
Je vais trier aussi par année et par quarter, et je vais récupérer le montant moyen de la course et le nombre de courses qu'il y a eu par année, par quarter. Donc là, on est sur un truc de 400 millions de lignes, donc ça va prendre un peu plus de temps, et j'espère que ça va marcher surtout. Donc là, j'ai lancé aucun serveur, aucun cluster, voilà, j'analyse sur mon PC. Hop, ça marche, donc il m'a fallu 12 secondes pour faire une requête quand même un peu costaud sur 10 gigas compressés, ça doit faire presque peut-être 40 gigas décompressés. Donc on est plutôt pas mal dans un environnement interactif. Et donc maintenant j'ai mon résultat que j'ai chargé en mémoire. Donc là j'ai pas tout monté en mémoire et je vais pouvoir exploiter mon résultat. Donc maintenant que j'ai groupé avec tout ça, je vais pouvoir, comme tout à l'heure, faire une petite grille et afficher deux graphes. Donc le graphe de l'évolution du prix moyen de la course par année et par quarter, et pareil pour le nombre de trajets. Donc ça nous fait deux courbes qu'on peut interpréter assez rapidement, hein. Depuis 2017, le prix de la course il a pas mal augmenté, et le nombre de courses il a plutôt diminué. Alors on a un petit creux, je soupçonne que c'est le Covid. 2020, février 2020, mars 2020, ça doit être le Covid. Donc voilà, donc on peut interpréter un peu rapidement les résultats, c'est assez fun. Et je vais faire un autre exemple, je suis allé un peu plus loin. J'ai récupéré, toujours en open data, la météo de New York. Je me suis dit, je vais trouver une corrélation entre la météo et les taxis. Donc j'ai récupéré la météo de New York, je l'ai récupéré au format CSV sur le site de la NOAA. Donc là, il est sur un fichier, donc je vais le charger dans un data frame. Je ne l'ai pas mis dans DuckDB, j'ai fait exprès. Je vais faire quelques opérations pour juste récupérer la météo de 2023, extraire le numéro de la semaine. Donc je vais prendre les semaines de 2023 et sur chaque semaine, je vais agréger, je vais faire la somme des précipitations. Je vais voir s'il a plu cette semaine, s'il a beaucoup plu. Et je vais, côté taxi, donc côté DuckDB, je vais faire un select aussi. Je vais récupérer le nombre de courses qu'il y a eu par semaine en 2023. Et donc je vais avoir ces deux data frames. Donc ici la météo et ici les taxis. Et je peux utiliser, au lieu de faire un join que j'aurais fait en database, je peux le faire avec mon Kotlin data frame. Je peux prendre un data frame, faire une jointure sur un autre data frame, ici, en me basant sur une colonne commune. Et donc là, c'est la semaine. Donc on va voir si tout ça, ça fonctionne. Ouais, c'est bon. Du coup, 2023, 51 rows, bon, presque 52 semaines. J'ai le nombre de courses, le taux de précipitation ou la somme des précipitations. Et du coup, je peux en faire un graphique. Et du coup, j'ai trouvé aucune corrélation. Je suis désolé. Là, ce que j'ai fait, du coup, j'ai utilisé un gradient. On peut faire des gradients. Et j'ai dit, en fonction de la précipitation, on peut aller de light blue à blue. Donc, plus c'est foncé, plus il a plu. Et avec la hauteur des barres, le nombre de courses qui a été effectué. Bon, je n'ai pas trouvé spécialement de corrélation, mais je trouvais que l'exemple était pas mal. Voilà, donc ça c'était le troisième exemple. J'avais un exemple avancé, mais celui-là, on va le laisser. En bonus track, j'ai fait rapidement cette semaine un autre exemple. La mode, c'est les LLM, c'est l'IA. Et je me suis dit, il y a des outils quand même pour faire un peu de LLM en Java, et du coup en Kotlin. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut facilement faire du LLM dans un notebook? Et en fait, la réponse est oui, et très facilement. On va utiliser LangChain4j. Donc LangChain4j, c'est un framework Java, enfin Java, mais du coup qu'on peut utiliser en Kotlin pour créer des applications basées sur les LLM. Et on va utiliser aussi Ollama. Ollama, c'est une application que vous installez sur votre PC. Vous allez pouvoir charger des modèles, donc des petits modèles qui vont tourner sur vos PC. Et il va vous démarrer un serveur et vous pouvez l'interroger sous forme d'API, mais tout reste en local. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai un Ollama de lancer. J'ai installé un modèle, un petit modèle, et je vais voir si je peux, avec LangChain4j, l'utiliser dans mon notebook. Donc, j'utilise la dépendance LangChain4j Ollama. Donc là, rien
Rien de surprenant. Je construis mon modèle. Donc là, j'ai un builder fourni par Langchain4j. Donc je fais Ollama, chat model, builder, base URL. Donc ça, c'est l'URL de mon PC. Donc c'est Ollama qui m'a démarré automatiquement un serveur. Je lui dis que je veux utiliser un modèle que j'ai déjà chargé sur ma machine. Donc là, j'utilise le modèle Gemma 2. C'est un petit modèle de chez Google, mais qui fonctionne bien et sur lequel on peut déjà interagir. Donc je vais déjà charger ça. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir l'interroger. Maintenant, j'ai ma variable modèle. Je vais pouvoir lui dire, génère-moi du contenu avec un prompt. Donc là, je vais lui demander de se présenter. Alors à chaque fois, il me fait une réponse différente. Hein. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Voilà, bonjour, je suis Gemma, un assistant créé par la Gemma Team, etc., etc. Donc je me suis dit, est-ce que je peux charger mes open data, faire une petite requête pour agréger et lui dire, vas-y, explique-moi mes données. Donc j'ai récupéré mon open data sur l'électricité de tout à l'heure, donc je le charge. OK. Je refais mon fameux group by par filière, donc gaz, électricité et par région. Je agrège la conso. Donc je récupère mon data frame groupé. Et je construis un petit prompt. Je lui dis, décris-moi. Alors on peut le faire en français, mais en français c'est un peu moins pertinent. Ils sont plus forts en anglais, ces petits modèles. Décris-moi les données suivantes à propos du gaz et de la consommation d'électricité en France. Et je lui passe direct, je saute à la ligne et je lui passe directement la version JSON du data frame. Et donc je lui demande de me répondre et j'affiche la réponse. Il faut attendre un peu. Donc il m'a fait tout un laïus. Hein. Et donc il m'a dit, voilà, ces données représentent l'électricité et la consommation de gaz dans les différentes régions de France, etc., etc. Il fait des analyses. Alors comme il me sort jamais le même résultat, il faut que je relise. Il y a plus de demandes d'électricité en France comparé au gaz. On voit plus d'utilisation Île-de-France, Occitanie, Hauts-de-France, Grand Est, etc. Et il fait tout un article. Donc voilà, donc on peut s'amuser à rajouter facilement aussi un petit coup de LLM pour analyser des données. Hop, je reviens sur la présentation. Et je crois que je suis au bout. Conclusion, l'analyse de données en Kotlin, c'est possible. Enfin, j'espère que je vous l'ai prouvé. En tout cas, on a vu qu'en quelques lignes de code et de manière interactive, on peut aller chercher des données, les travailler, itérer sur notre jeu de données et les faire parler. Qu'est-ce qu'apporte Kotlin par rapport à ce qu'on a d'habitude en Python? C'est quand même le typage. Hein. Alors même si on peut typer du Python, mais le typage en Kotlin, il est quand même plus fort. Et aussi, on a le null safety, je ne l'ai pas montré, mais c'est vraiment un atout du langage Kotlin. Et surtout, on a l'autocomplétion, comme je vous ai montré là sur les data frames. Et ça, c'est vraiment bien. On a un DSL et l'autocomplétion qui est du coup simple et assez efficace à utiliser. Ces outils-là sont quand même encore pas aussi matures que ce qu'on peut trouver en Python. C'est encore en cours de développement. Il y a des choses des fois qui ne marchent pas. Il y a des choses qui sont encore en cours d'amélioration. Mais ça reste prometteur. Et en tout cas, ça montre qu'on peut faire aussi de l'analyse de données dans un autre langage que Python. Pour ceux qui ne font pas de Python, ça peut être intéressant de s'y mettre. Et tous ces notebooks, en fait, vous pouvez les mettre sur Git. GitHub, ils ont un rendu. Si j'ai un peu de temps, je peux vous montrer. Tout le code que je vous ai montré, là, il est dispo. Hein, je vous mets le lien après. Il est dispo sur mon GitHub. Et si j'ai un peu de temps, je peux vous montrer. Donc ça, c'est le GitHub où il y a les sources. Ah. Pardon. Hop, hop. Hop. Et donc là, si je vais sur celui de data frame, j'ai laissé les résultats. Et en fait, GitHub, ils ont le rendu. Ils font le rendu directement du data frame. Donc on voit ce que j'ai créé tout à l'heure. Alors j'ai pas les tooltips, etc. Mais j'ai quand même un rendu. Donc on peut facilement itérer, publier son truc sur GitHub et le partager avec ses collègues, avec ses amis, avec ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je reviens sur la presse pour finir. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir écouté. QR code qui vous fera accéder à une petite page. Oui, j'ai fait du front pour cette conf. Une petite page avec le lien sur GitHub, le lien Open Feedback, s'il vous plaît, faites des retours, bons ou mauvais, toujours constructifs, pour que je puisse m'améliorer. Et bien sûr, un lien sur notre page de recrutement, parce qu'on recrute. Si ça vous intéresse de faire de l'analyse de données à grande échelle sur plein de vols pour améliorer la consommation de carburant des avions, vous êtes les bienvenus. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, j'ai peut-être le temps de prendre une ou deux questions. Ouais. Alors, la question, je répète la question, c'est quelle est la maturité de l'outil pour tracer des cartes? C'est une bonne question. J'ai vu qu'il commençait à y avoir des représentations map. Je ne les ai pas testées, mais effectivement, c'est pas aussi mature que d'autres outils, mais ça arrive en tout cas. D'autres questions? Ouais. Le kernel Kotlin, il est disponible sur GitLab et ou Bindle? Alors, je ne sais pas. En tout cas, il est disponible. C'est le Jupyter Notebook, ça marche avec des dépendances Python. Il y a une image Docker sur le repo. J'ai un Docker qui télécharge le Kotlin Notebook. Ça, je ne pourrais pas te dire. D'autres questions? Sinon, je suis là jusqu'à ce soir à la conférence. Donc, si vous... Ah, pardon. Ouais. Alors effectivement, tout ce que j'ai fait, alors je répète la question, c'est est-ce qu'il y a un exemple concret de quelque chose qu'on pourrait faire en Kotlin mais pas en Python? Alors là, je ne l'ai pas, mais en tout cas, tout ce que j'ai fait effectivement là en Kotlin, on peut le faire en Python. Il n'y aura pas peut-être l'autocomplétion, les types générés. Alors, il y a les types, oh, pardon. Mais ouais, du coup, il y a sûrement peut-être des choses. Mais en tout cas, là, j'en ai pas trouvé. Mais moi, je suis plutôt techno JVM et je suis plus à l'aise. Et avec l'autocomplétion, tout ça, le langage me permet plus facilement que d'avancer plus rapidement, en tout cas, que si je devais faire du Python, manipuler des dictionnaires, etc. Je suis moins à l'aise. Donc, c'est juste une question, je pense, de... Mais en tout cas, j'ai pas trouvé de... Tout ce que j'ai fait là, vous pouvez le faire en Python, il n'y a pas de souci. D'autres questions? Merci encore. Bonne fin de conférence.